Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géninem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Que se passe-t-il dans la tête d'un investisseur ? Nous recevons aujourd'hui Julien Pache, partenaire chez Verve Venture. Verve Venture, c'est un réseau et une plateforme de capital risque qui soutient des entreprises technologiques exceptionnelles en Europe. Julien va nous raconter l'envers du décor d'un capital risqueur, quelles sont ses attentes, quels sont les indicateurs qu'il regarde et quels sont les critères déterminants pour investir ou pas dans une entreprise. On parle argent, taille de marché, croissance, mais également fanatitude. Alors bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Merci de m'accueillir. On commence toujours comme ça. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors volontiers, je m'appelle Julien Pache, je viens de Martigny-en-Valais. Aujourd'hui, je travaille dans le capital risque et la principale activité, c'est de financer des jeunes entreprises en stade de croissance. Et comment t'en es arrivé là ? Alors, tout me prédestinait pas du tout à ça. J'ai étudié le droit à Fribourg. Et rapidement après ces études-là, je me suis rendu compte que je voulais, d'une manière ou d'une autre, toucher le monde de l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte que peut-être que le droit n'était pas l'endroit où c'était le plus facile d'entreprendre, ou du moins c'était des modèles qui étaient déjà assez éprouvés. Donc j'ai rejoint une toute petite firme de capital risque en 2011, fin 2011, début 2012, qui s'appelait à l'époque investir.ch, qui s'appelle aujourd'hui Verve Ventures. Et puis la vision de l'entreprise, c'était de donner accès au capital risque à un certain type d'investisseurs privés, et puis surtout de financer des entreprises. Et puis comme j'avais envie d'une manière ou d'une autre de toucher à l'entrepreneuriat, j'ai pu par ce biais-là apprendre comment investir, mais surtout apprendre comment aider les entrepreneurs à développer leur société. J'y suis resté 8 ans. Et j'ai développé cette plateforme pour donner plus de capital et plus d'accès des deux côtés. Et puis, je suis parti après 2 ans de l'autre côté de la table, du côté entrepreneur pour le coup. Bien, j'ai rejoint une des startups en portfolio qui s'appelle Bring Labs. Et je pourrais en dire plus après sur la société, comme directeur commercial pour pouvoir développer le chiffre d'affaires de cette entreprise. Et puis, cette entreprise a tout récemment été vendue à la Poste. Et puis maintenant, depuis très récemment, je suis de retour chez Verve Ventures en tant que venture partner, où là, je m'occupe principalement d'un des fonds en PropTech, c'est-à-dire que dans tout ce qui tourne aux alentours de l'innovation dans le milieu immobilier. Et j'aide les entrepreneurs du portfolio dans les levées de fonds, dans les questions stratégiques. J'ai de les aider à acquérir certains clients en mettant à disposition le réseau qu'on a pu construire chez Verve. Et puis, l'humble expertise que j'ai pu développer durant ces années autour de la table. On va effectivement après un peu parler de Bring. Mais pourquoi tu voulais aider comme ça les entrepreneurs ? En 2011. La motivation première, c'est que j'aurais bien aimé être un moi-même, et j'espère que que ça ne fait pas fini. J'aurai encore cette opportunité, mais j'avais pas d'idée absolument brûlante ou d'un angle absolument. J'avais pas un problème qui m'obsédait suffisamment pour que je me lance. Par contre, j'avais envie de participer à construire quelque chose de partir de très peu pour pouvoir construire quelque chose. Et puis je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'était éventuellement amener ce qui manque parfois chez les entrepreneurs. C'est des fois du capital, des fois du réseau, d'autres, et puis essayer de m'organiser pour aider les entrepreneurs, et puis de petit à petit apprendre un tout petit peu par ce biais-là, en fait. C'est par être au deuxième siège juste derrière l'entrepreneur, ça pouvait être une bonne manière d'assouvir cette envie de le devenir. Pour ceux qui, comme moi, connaissent pas bien Verve, quand tu as démarré, vous étiez combien et combien vous êtes aujourd'hui ? Alors, quand je les ai rejoints, ils étaient 4. Il y avait 3 partenaires et puis un employé. Et aujourd'hui, on approche la cinquantaine de personnes à plein temps. Comment t'expliques qu'après l'expérience que tu as faite dans une boîte plus petite, visiblement, tu reviennes dans ce métier? Alors, ça s'est fait un tout petit peu comme ça, parce qu'au fil des années, comme je suis resté 8 ans chez Verve avant de partir chez Bring, je me suis bien sûr lié d'amitié très profonde avec les fondateurs de Verve. Et puis après mon passage chez Bring, je me suis dit, what's next? Et puis, il n'y en avait pas un obvious du côté entrepreneurial tout le moment. Puis je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir encore appris quelque chose chez Bring. Et puis, il y a maintenant aujourd'hui en portfolio
portfolio chez Verve, il y a plus d'une centaine de sociétés. Donc c'était pour moi un step presque naturel de revenir là en me disant peut-être que je peux continuer à contribuer à développer Verve, mais surtout à développer les entreprises qui ont été financées par Verve. Nous, chez Génilem, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs et souvent, ils nous disent qu'ils ne trouvent pas de l'argent. Je vais prendre la question un petit peu plus générale parce qu'effectivement, du financement, il y en a toujours à quelque part et pour un certain type d'entreprise. Et le métier des capital risqueurs, dont Verve Ventures fait partie, finance un certain type précis d'entreprise qui doivent avoir un certain nombre de critères. Et si on ne rentre pas dans ces cases, finalement, effectivement, c'est plus dur d'obtenir du financement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces critères assez brièvement pour qu'on comprenne un peu le fonctionnement? Je vais parler de ces critères en mettant la casquette du capital risqueur qui dit un capital risqueur, il a besoin de placer des pions sur un certain nombre d'entreprises. Dans ces entreprises-là, il y a un grand nombre de ces entreprises qui vont pas réussir. Il y en a peut-être 8 sur 10 qui vont pas vraiment exploser, mais il y en a 2 ou 3 qui vont rapporter finalement tout ce qui s'est pas passé sur ces 8 entreprises. Et ça, c'est statistique et ça c'est comme ça depuis le début du capital risque. Donc il faut qu'on puisse placer, il faut que 2 de ces entreprises rapportent le tout. Pour que ça soit le cas, il faut qu'elles aient chacune des bêtes que Verve va placer, la capacité de faire le retour pour l'ensemble du portfolio. Donc il faut des entreprises qui attaquent un marché très large, ça c'est le premier critère, à quel point à une grosse taille de marché, qui ont une possibilité de croissance très rapide. Et c'est surtout ces deux premières choses qu'on regarde. Quelle est la capacité de croissance et quel est le potentiel de la société? Est-ce que la société va pouvoir atteindre un marché suffisamment grand pour qu'elle puisse avoir un profil de retour qui va compenser pour les autres startups dans lesquelles on ne va pas pouvoir investir? Donc finalement, quand on regarde ces tailles de marché et puis ces potentiels de croissance, ça diminue quand même beaucoup le nombre de sociétés qui entrent en ligne de compte, si on veut bien, pour une société qui peut être financée par du capital risque. Donc une croissance rapide et un grand marché, ou il y a d'autres choses que tu... La compétence de l'équipe, la façon dont on avait réussi à exécuter ces dernières années, comment est-ce qu'on exécutait contre une vision qu'on avait, quelle était la vision finale, mais comment on arrivait à la séquenter dans un différent type de milestones, puis comment on allait y arriver ensemble, et puis comment, effectivement, donc tout un aspect stratégique opérationnel. Et les tickets moyens dans le capital risque, on parle de quoi? C'est 100 000, c'est 10 millions, c'est quoi? Ça dépend un tout petit peu et ça a évolué beaucoup. En tout cas, je parle pour la Suisse parce que je connais un petit peu mieux ce marché. Pour ces 10 dernières années, avant, on parlait de premier round de financement. On pouvait trouver du financement, des business angels par exemple, pour quelques centaines de mille. Et on appelait ça un tour de seed, qui était le premier tour de financement. On était au demi-million. Et puis ces 10 dernières années, ça a considérablement augmenté. Ces mêmes tours initiaux sont devenus beaucoup plus gros. On parle plutôt de 1,5 million à 2 millions. Et puis après, au fil du stade de financement, quand on avance dans les séries de financement, automatiquement, il y a plus de capital. Alors, le round suivant, ce qu'on appellera un round institutionnel, en général, où il y a plus d'investisseurs professionnels, comme des capital risqueurs comme Verve. Dans la série A, on sera plus autour des 5-10 millions. Ça dépend un tout petit peu plus. Il y a beaucoup de capital aujourd'hui sur le marché. Et après, on peut aller jusqu'à différents tours, à être listé, puis à lever du capital auprès des investisseurs publics. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs chez Génilem qui nous disent qu'ils sont trop en amont, je dirais, pour aller voir des capital risqueurs, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur modèle d'affaires, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de data sur le coût d'acquisition et autres. Qu'est-ce que tu leur recommanderais à ces entrepreneurs-là ? Alors, effectivement, il faut un certain nombre pour les capital risqueurs pour rentrer. Aujourd'hui, ils rentrent quand même de plus en plus tôt, mais quand même, il faut un certain nombre de données qui sont validées, surtout si c'est la première fois qu'on entreprend. Les capital risqueurs sont assez à l'aise avec des entrepreneurs qui ont déjà une fois passé par le chemin entrepreneurial. Mais si c'est la première fois qu'on est entrepreneur et puis qu'on n'a pas encore de données solides qui valident notre business model, notre base de clients, la seule chose que je
pourrais dire, c'est essayer de se focaliser sur le client d'abord, à qui on vend. Et c'est pas important d'en avoir 1000, c'est plutôt mieux d'en avoir 5, mais des très très bons clients qui disent sans cette entreprise-là, je pourrais pas continuer à opérer ou j'opérerais beaucoup moins bien. Si on arrive à déclencher cette espèce de fan attitude, si on veut bien, chez peu de consommateurs, c'est déjà un signe très précis qu'on est en train d'amener quelque chose sur le marché qui a une vraie valeur pour quelqu'un. Et c'est pas grave de pas tout de suite en avoir un très très grand nombre, de pas tout de suite être sur plusieurs marchés. Par contre, de démontrer qu'on a trouvé une étincelle qui fonctionne pour un certain nombre de gens pour qui on arrive à être indispensable, ça c'est déjà un premier point qu'on peut faire des fois sans beaucoup de capital. Et d'une fois qu'on a ça, finalement cet enthousiasme du consommateur, il a tendance à décider les capital risqueurs à avancer. Donc parle-nous un petit peu de ton expérience chez Bring, où tu es rentré dans peut-être plus comme entrepreneur du coup. Raconte-nous un petit peu. Déjà, je commence pourquoi j'ai rejoint Bring, finalement, qui était une entreprise que Verve Venture a financée pour la première fois, justement, au moment du seed round en 2017. Alors, Bring, en 2 mots, c'est une liste de courses partagées. Hein. Tout le monde sait qu'on fait des courses, on a besoin de savoir quels ingrédients on veut, quelles recettes on veut. Et puis souvent, on est plusieurs dans un ménage et puis c'est pas très bien organisé. Et puis Bring est parti de ce constat simple que c'était pas efficace et puis a fait une liste de courses partagées. Qui m'a décidé d'aller là-bas, c'est effectivement un produit digital qui a réussi de convaincre beaucoup de consommateurs. Et puis je me suis dit comment est-ce que je peux aller chez Bring pour essayer de monétiser un peu plus ce qui était déjà là, parce qu'il y avait ces 2 choses, hein, de faire un produit, puis après d'arriver à en tirer en extraire suffisamment de valeur pour pouvoir créer une société qui soit durable. Donc moi je suis parti chez Bring avec l'intention de les aider ou d'amener ma pierre à l'édifice à la monétisation de Bring. Et on a essayé plusieurs choses. Alors quand je suis arrivé, il y avait déjà un modèle qu'on appellera de publicité, parce que Bring finalement on met des choses sur sa liste de courses, on met de la confiture, on met du pain, et avait déjà venu avec l'idée de dire mais est-ce qu'on pourrait peut-être mettre des places pour les annonceurs au moment où je mets la confiture, peut-être suggérer un nouveau produit de confiture ou ces choses-là. Donc via l'advertising finalement, qui est quand même un modèle assez répandu sur Internet. Et puis si on pouvait compléter ça avec d'autres modèles. Alors on a essayé un tout petit peu de se connecter au e-shop par exemple, comme le shop.ch ou d'autres que les gens connaissent aujourd'hui pour faire ses courses en ligne. Et pour le coup, ça n'a pas si bien marché que ça. On pensait que ça allait être un no-brainer, on allait pouvoir dire maintenant vous pouvez l'acheter directement en ligne, qu'ils allaient tous cliquer, tous acheter en ligne. En fait non. Et finalement rétrospectivement c'est intéressant, mais les gens aimaient Bring parce que c'est des gens qui font leurs courses en dehors de l'écosystème, et puis c'est pas si facile de convertir un consommateur vers un autre chemin. Non, ils utilisaient Bring pour une raison précise, on n'arrivait pas à les pousser dans un autre côté. Donc ce business model là, on a décidé de l'arrêter après quelques temps, et puis ce qu'on a poussé un peu plus, c'était d'amener la dimension prix chez Bring. Dire, OK, j'ai ma liste de courses où j'ai tous ces différents produits. Où est-ce que je peux les acheter? À quel prix? Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui n'était pas vraiment digitalisé. On avait ces catalogues qu'on reçoit éventuellement par la poste, puis on regarde quelles sont les actions. Et on a amené cette dimension-là pour pouvoir essayer de monétiser la base d'utilisateurs de Bring, ce qui a très bien fonctionné, et puis ce qui était très, très apprécié. Et du coup, quel était ton rôle, toi, chez Bring? Alors moi, j'étais directeur commercial, CCO, Chief Commercial Officer. Au-delà du titre, c'était vraiment comment est-ce qu'on fait pour essayer de plus monétiser. Donc moi, j'étais responsable de l'équipe de vente. Donc on devait aller chercher d'un côté les annonceurs qui étaient souvent des grandes entreprises comme Nestlé, comme Mondelez, pour essayer de faire de la pub sur la plateforme de Bring. Et là, on avait une équipe de sales, donc j'étais responsable de ça. Puis après, de développer des modèles dont on vient de parler. Comment est-ce qu'on peut amener des autres types de clients, comme par exemple les retailers, comme la Migros, la Coop ou d'autres, à essayer de les plugger d'une certaine manière sur la plateforme. Donc c'était un mélange de business development et puis de revenue growth dans un sens avec les sales qui étaient déjà en place. Donc assez différent de ce que tu faisais avant. Alors la seule chose qui était un petit peu plus proche de ce que je faisais avant, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec le CTO et le CEO, parce qu'on a eu besoin d'un round de croissance. Donc là on a levé des fonds, et puis pour finir j'étais de l'autre côté de la table, et j'avais cet avantage d'avoir été de l'autre côté de la table, ce qui me donnait peut-être un petit peu d'idée ce que les gens voulaient entendre. On peut pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais qu'est-ce qu'il fallait mettre éventuellement en avant pour avoir une chance de convaincre les investisseurs.
Maintenant que tu as été dans la peau de l'entreprise qui a besoin de capitaux et qui doit rendre des comptes évidemment aux investisseurs, est-ce que ton regard a changé maintenant que tu es repassé de l'autre côté de la barrière? Je me doutais bien qu'effectivement, en tant qu'investisseur, on comprend une infime partie d'un business, d'un marché, parce que c'est impossible d'avoir la connaissance d'un entrepreneur avec la profondeur du marché dans lequel il est. Il pense à ça tous les jours. Et effectivement, aujourd'hui, j'essaye de façon plus systématique à essayer de tester la profondeur de connaissance d'un entrepreneur sur son marché. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup pensé, à quels angles il est à penser? C'est difficile de le faire à travers toutes les industries. J'ai l'impression d'avoir gagné dans cette systématique, la manière d'analyser un business plan ou de regarder effectivement quelle est la vision de l'entrepreneur. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression qu'en tant qu'investisseur, on est beaucoup focalisé sur les 3 à 5 à 10 ans. Qu'est-ce que ça peut devenir si ça devient très grand? Et puis qu'est-ce qui peut se passer dans 3 ans? Et quels sont les tailles de chiffre d'affaires? Alors qu'on a une flexibilité du temps finalement quand on est en train d'exécuter, dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'il y a 1000 choses qu'on pourrait faire. On pourrait faire cette feature-là, on pourrait faire cette feature B, on pourrait faire plein de choses, mais pourquoi on a décidé de faire cette chose-là, à ce quarter-là, maintenant, plutôt qu'en faire une autre? Et finalement, toutes ces petites décisions qu'on prend en tant qu'entrepreneur, c'est des décisions qui sont cruciales, qu'on prend tous les jours, et un investisseur, il en prend une ou deux, et puis il saura dans 5-10 ans s'il avait raison, si cette décision était là. Donc une autre dimension en fait du temps et puis de la décision. Une fois que vous avez investi dans une entreprise, c'est quoi les rapports que vous maintenez justement entre Onverve et les entrepreneurs avec lesquels vous travaillez? On essaye d'être les meilleurs service providers qui soient. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on a identifié un certain nombre de choses dont les entrepreneurs ont besoin et nous demandent finalement. C'est l'accès au talent. Est-ce que vous avez des gens qu'on pourrait engager, ou est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient être engagés? Parce que finalement, c'est ça le plus gros levier qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est d'essayer d'engager les meilleures personnes qui vont essayer de faire grossir notre entreprise. Donc, on essaye de les mettre en rapport avec les bonnes personnes. Ça, c'est le 1. Et le 2, c'est est-ce qu'on peut amener un réseau qu'on a pu développer, alors via notre réseau d'investisseurs, via les sociétés qu'on a déjà développées, un réseau de clients qu'on pourrait amener. Parce que bien sûr que c'est plus de clients profitent à l'entreprise, ultimativement aussi profitent à l'investisseur. Donc essayer de faire des introductions à un certain nombre de clients. Ça, c'est les deux choses qu'on fait le plus souvent. Et puis après, de façon ponctuelle, quand il y a des fois des réflexions stratégiques sur le prochain round de financement, comment on devrait se financer, à quel stade, est-ce qu'on est suffisamment mature pour arriver vers cet investisseur-là? Là, c'est un peu plus ponctuel. Mais disons, talent et client, c'est les deux voies par lesquelles on essaye d'ajouter de la valeur. Moi, ça m'est souvent revenu aux oreilles que la société qui est aidée, au bout d'un moment, elle a envie de se sortir de l'investisseur. Parce qu'elle trouve que c'est une trop grosse pression, que c'est pas forcément toujours en harmonie avec les idées ou la philosophie. Comment vous gérez, ou comment tu gères, ou comment vous gérez ça, vous, chez Verve? Alors, c'est une excellente question, et c'est un sujet éminemment important. Comment on essaie de le gérer? On essaie de le gérer en amont, avant l'investissement. Si c'est possible. En tout cas, d'essayer d'être extrêmement transparent par rapport à notre agenda. Finalement, l'agenda d'un capital risqueur, c'est dire, OK, on doit investir dans une société, puis dans les 10 ans qui viennent, à un moment ou un autre, la société devra être revendue ou sera listée en bourse. C'est en général les deux choses qui permettent de faire un retour sur investissement. Est-ce que c'est vraiment ce voyage que l'entrepreneur veut faire? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est bien la bonne route? Parce qu'il y a des contraintes en tant qu'investisseur, et en fait, c'est notre route, elle force un tout petit peu la route de la société. Donc pour être certain qu'on est tous sur la même route, qu'on sait où ça va aller, qu'on sait qu'on va devoir probablement lever un peu plus d'argent, qu'il va y avoir une vitesse, une certaine vélocité pour continuer à avancer dans ce chemin-là, et voir si l'entrepreneur c'est ce qu'il veut prendre comme chemin. Et s'il dit je n'en suis pas certain, ou je pense qu'il y a une autre route, alors peut-être ne pas faire l'investissement, c'est souvent la meilleure sorte. Donc on essaie de le gérer comme ça, et pendant qu'on y est, j'imagine que c'est ça aussi, on l'a fait, et puis tout le monde peut changer d'avis finalement. Alors la réalité, c'est quand on accepte un investisseur comme investisseur, c'est un business partner, c'est presque comme un mariage quand même, parce on se retrouve tous dans la même table de capitalisation, on est tous dans le même bateau, et les divorces, c'est jamais tellement facile. Et des fois, ça se passe bien, et puis on arrive à racheter un investisseur qui voudrait pas rester, mais c'est jamais des transactions qui sont extrêmement faciles à mettre en place, et si on peut les éviter, alors au moment où, si on devait s'en rendre compte a posteriori, bien sûr qu'on essaie de gérer les choses les plus pour créer des win-win pour tout le monde, mais on est contraint dans la dimension de mariage dans laquelle on s'est mis avec une entreprise. Oui. Moi, j'aimerais t'entendre par rapport au talent
aider des entrepreneurs à trouver les talents. Comment vous faites ? La façon la plus simple, la plus simple qu'on a commencé à faire, c'est d'essayer de générer via notre plateforme, parce qu'on a quand même un grand nombre d'investisseurs sur notre plateforme, un grand nombre de réseaux, d'essayer de leverager un tout petit peu ce réseau-là en disant ok, ça c'est les ouvertures, ça c'est les opportunités qu'on a là. Donc ça c'est un petit peu plus masse. Typiquement, s'il y a des ouvertures, on va essayer de les diffuser dans notre réseau. Et puis après, s'il y a des rôles un tout petit peu plus particuliers, on a besoin de ce type de personnes-là, on va essayer d'aller activement regarder chez qui est-ce qu'on a quelqu'un qui a ce type de compétences-là, est-ce qu'il serait éventuellement intéressé à changer pour cette société-là. Et puis si c'est pas le cas, souvent c'est des gens qui ont un bon réseau aussi. Si je suis Head of Product dans une société, je connais peut-être 2-3 autres bons Head of Product dans une autre société, et puis de les mettre en rapport. Et je pense qu'au-delà de la dimension si on n'arrive pas à pouvoir le poste, on arrivera en tout cas à donner une bonne idée à l'entrepreneur de quelles sont les qualifications qu'il voudra pour ce poste-là, pour qu'il puisse mieux interviewer le prochain candidat. Mais la réalité, c'est que oui, les talents, c'est une guerre qui est permanente pour tous les entrepreneurs. Par rapport à toutes les personnes que tu as pu rencontrer depuis le début de ta carrière, que ce soit chez Verve ou chez Bring, ou même ailleurs, est-ce qu'il y a une personne, une rencontre qui a changé ta manière de voir le tout ? Oui, je pense. Alors, oui, je pense que je vais parler peut-être du fondateur de Bring. Je pense pas qu'il a changé tout au tout, mais une chose que je me rappelle vraiment qu'il a contribué, c'est on discutait un soir, puis je me dis mais à quel moment t'as décidé de faire une liste de courses digitales, ou que t'as dit ok, j'abandonne mon ancien job et puis je vais coder un truc que personne n'essaie. Et il m'a dit mais le plus difficile, c'est juste de commencer, c'est juste de faire ce premier pas là. Puis effectivement, moi j'ai toujours l'impression que on doit avoir un plan. On se dit ouais, mais là si t'as pas validé ton modèle d'affaires, qu'est-ce qui va se passer? Puis en fait on peut pas tout planifier. Puis à un moment il faut faire ce saut là. Et puis c'est peut-être ce saut là que j'avais pas fait que j'avais pas fait jusque là. Et puis ça c'est quelque chose qui me reste à chaque fois en me disant en fait le 90% du chemin c'est déjà de faire le 1%, quoi. Et ça me reste. Au quotidien, dans ta vie de tous les jours, c'est quoi ton mindset? Alors mon mindset, et j'essaie d'y travailler. J'essaie d'y travailler en essayant d'être le plus optimiste possible. Parce que c'est assez facile de voir, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que le travail d'un investisseur, c'est de voir les potentiels problèmes qu'il y aurait à un business. Pas un assez gros marché, peut-être qu'il manque quelqu'un dans cette équipe, peut-être que la technologie n'est pas encore... Donc finalement, on vient assez vite dans un mode où on essaie de trouver les défauts. Mais j'essaie de me forcer à être optimiste d'abord, en disant, attends, avant de sortir la liste de tous les trucs qui pourraient mal se passer, what if ça se passe bien? Et d'essayer d'être plus optimiste et puis pas de voir d'abord le négatif, mais essayer de voir l'optimisme d'abord. Et je pense que c'est un trait que beaucoup d'entrepreneurs ont, sinon ils font même pas le premier pas. Alors j'essaye de me mettre dans un mindset d'optimiste d'abord pour pouvoir aller voir avec l'entrepreneur ce que ça pourrait être avant de voir quelles pourraient être les difficultés en chemin. S'il y a des entrepreneurs optimistes comme ça qui ont envie ou besoin de lever des fonds, qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors, je fais toujours attention aux conseils parce que c'est difficile de les appliquer généralement à tout moment. Par contre, j'ai l'impression que ce qui marche toujours, qu'importe où on est, c'est d'essayer de pousser encore un peu plus son niveau d'ambition. En se disant, ok, j'avais pensé que je pouvais conquérir la Suisse, mais peut-être que je pourrais conquérir le monde. Et en fait, c'est ce niveau d'ambition-là. Alors, si on veut partir du côté d'un financement via le capital risque, c'est extrêmement important. Et puis ça veut dire, et puis d'avoir ce niveau d'ambition, ça repousse les limites de tous les jours. C'est un petit peu bateau, mais ce niveau d'ambition là, je le vois chez certains entrepreneurs et des fois c'est presque enivrant. Mais comment ils pensent déjà aussi grand que ça? Et c'est quelque chose de très très important à tout niveau, je pense, de dire je suis pas obligé de me limiter là, je peux voir beaucoup plus grand. Donc ouais, soyez encore plus ambitieux tous les jours et moi j'essaie d'être plus optimiste encore. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Julien. Comme il nous le raconte, faire rentrer un investisseur dans son entreprise, c'est exactement comme un mariage. Il faut bien se choisir. Autant pour l'investisseur qui doit miser sur la bonne start-up en vue d'un retour sur investissement à terme, que pour les entrepreneurs qui doivent faire rentrer les bons partenaires financiers. Et c'est là tout l'enjeu. Il est indispensable de s'aligner sur la vision à moyen long terme et être sûr que les deux parties ont les mêmes ambitions et les mêmes attentes.
J'ai personnellement déjà rencontré des entrepreneurs qui veulent à tout prix faire rentrer du cash dans leur entreprise. Et une fois que les investisseurs ont investi, les entrepreneurs veulent s'en séparer en prétextant que ces derniers leur mettent trop de pression sur une exécution trop rapide ou trop ambitieuse d'un plan de développement. Alors que ce sont justement ces mêmes entrepreneurs qui avaient vendu à ces investisseurs ce plan de développement ultra ambitieux et rapide. Quoi qu'il en soit, on comprend en écoutant Julien que ce type de financement de croissance par de l'investissement externe n'est pas adapté pour toutes les entreprises et que du coup, il faut absolument que les entrepreneurs se posent les bonnes questions avant de vouloir lever ce type d'argent. Et inversement, pour les investisseurs, bien choisir les entrepreneurs qui vont accompagner. J'ai beaucoup apprécié, écouter Julien partager avec beaucoup d'humilité les enjeux pour ces deux parties prenantes, d'autant que Julien a été des deux côtés de la table avec son expérience dans la startup Brink. Enfin, je retiens le rôle de service provider d'un bon investisseur qui va aider l'entrepreneur à accéder aux bons talents, à amener des nouveaux clients et surtout à mener des réflexions stratégiques sur les prochains rounds de financement, toujours dans l'objectif de plus de croissance. Et si en tant qu'entrepreneur vous hésitez à lever des fonds, n'hésitez pas à vous mettre dans la peau des investisseurs et vous demander, comme nous l'a expliqué Julien, est-ce que votre marché est assez grand? Quelle est votre capacité à croître rapidement? Est-ce que vos clients peuvent vivre sans vous? Mais surtout, est-ce que vous avez envie de faire ce voyage entrepreneurial avec des investisseurs?